Il y a quelque chose de très structuré dans la logique de Poutine. Donc, je répondrai du point de vue de la clinicienne que c'est une maladie mentale qui se caractérise par un monde intérieur, une logique extrêmement structurée qui s'appelle la paranoïa. Voilà. Donc en Occident, si on a une pensée structurée et logique, on est dans un monde intérieur qui est une maladie mentale. On va essayer de faire une analyse de meilleure qualité en démontrant que Poutine, il n'est pas dans un délire paranoïaque, il a seulement une conception et une vision des relations internationales différentes. Afin de comprendre ce qui se passe, on va prendre du recul et regarder le conflit comme un événement historique qui se déroule dans un cadre plus large, celui de la reconfiguration de l'ordre mondial. On va prendre du recul vis-à-vis du traitement médiatique qui est réalisé en France sur le conflit ukrainien, car l'Occident étant directement partie prenante du conflit en apportant un soutien militaire à Kiev, ne peut pas être considéré comme un acteur objectif. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. On se rend compte aussi que finalement nos médias ont comme source d'information soit l'armée ukrainienne elle-même, qui est par définition dans une logique de propagande, soit les services de renseignement occidentaux, notamment anglais et américains, qui ont eux aussi leurs propres objectifs. Tout comme la Russie vit dans son univers avec son narratif plus ou moins farfelu de la guerre en Ukraine, sur Zelensky le comédien drogué ou sur le pays qui serait entièrement nazifié, nous sommes nous aussi victimes de mésinformation par nos propres médias. Par exemple, on entend sans arrêt parler de la communauté internationale qui serait unie contre la Russie, mais quand on regarde les pays ayant pris des sanctions contre Moscou, sur la carte il y a l'Occident, et comme pays non occidental, on a la Géorgie, qui est plus ou moins occidentale, le Japon, Taïwan ou la Corée du Sud, qui ont tous un partenariat militaire plus ou moins fort avec les États-Unis. Globalement, nous recevons donc une information, soit tout simplement fausse. Par exemple, on se souvient du fameux pilote le fantôme de Kiev qui aurait fait des ravages au sein de l'aviation russe. Vous pouvez voir ici l'ancien président de l'Ukraine, Poroshenko, tweeter sur ses exploits. Mais le plus souvent, nous recevons une information déformée par le souhait de voir Kiev l'emporter. Nos médias ont par exemple tendance à exagérer l'importance des contre-attaques ukrainiennes. Il est flagrant de voir toutes les émissions, tous les articles qui reprennent mot pour mot les éléments de langage de l'Ukraine dans le conflit. Alors que la population française a besoin plus que jamais de comprendre les réels enjeux de cette guerre en Europe. Pour prouver que Poutine n'est pas fou, on va essayer de sortir des analyses psychologisantes qui sont à peu près le niveau zéro de la géopolitique, en puisant dans l'histoire, mais surtout dans la théorie des relations internationales. Poutine voit que depuis la chute de l'URSS, les États-Unis ont vécu une période d'hégémonie, mais qu'aujourd'hui, l'ordre mondial américano-centré est contesté par de nouvelles puissances émergentes, comme la Chine, la Russie, l'Inde ou la Turquie. C'est dû notamment à l'aplatissement du monde, c'est-à-dire la baisse du poids relatif de l'économie américaine dans le PIB mondial. Il n'y a plus une région qui tire l'économie mondiale vers le haut, mais plutôt un monde qui s'aplatit, c'est-à-dire un monde où les différences de richesse entre les pôles ont tendance à s'effacer. Contrairement à l'ancien monde bipolaire et relativement stable, le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe et les conflits sont multiples. Les alliances se font et se défont très rapidement. Parfois, même au sein d'un même bloc, des conflits couvent et nous pouvons assister à des retournements brutaux de situation. On pense notamment à la Turquie qui même aujourd'hui continue de vouloir acheter des systèmes antimissiles S-400 à la Russie. De l'autre côté, la Russie qui a sauvé son deuxième meilleur allié récemment lors de révoltes dans tout le pays, voit le Kazakhstan autoriser des manifestations pro-ukrainiennes alors qu'il est très rare pour le gouvernement kazakh d'autoriser des manifestations, surtout après ce qu'il s'est passé en janvier 2022. Enfin, l'Inde par exemple, est plutôt un partenaire de Washington dans sa politique pour contenir la Chine, mais ne suit pas les directives de la Maison Blanche par rapport à la Russie. Donc ce qu'on voit, c'est que contrairement à la période de la guerre froide, les États-Unis ne sont plus en concurrence seulement avec Moscou, mais avec une multitude d'autres acteurs. Pourtant, c'est là que c'est intéressant, entre la Russie et les États-Unis, on parle d'une nouvelle guerre froide. Comme lors de la première guerre froide, on commence à voir se dessiner le rôle de l'idéologie dans l'affrontement actuel entre la Russie et l'Ouest. Il est important de noter que lors de la déclaration de guerre du 24 février, Vladimir Poutine
a cité l'idéologie occidentale, et notamment les idées LGBT et woke, comme son ennemi. Pourtant, comme vous le savez, l'Ukraine n'est pas connue pour être particulièrement en pointe sur ces sujets. Donc contrairement à l'analyse niveau 0 LCI psychologisante, on comprend que finalement la guerre en Ukraine s'inscrit dans un cadre plus large. Celui de la nouvelle guerre froide, c'est-à-dire du nouvel affrontement entre les États-Unis et Moscou. Tout ça dans un monde nouveau, un monde multipolaire. Donc pour caricaturer et rigoler un peu, on a d'un côté la Russie, qui se considère comme le garant de la civilisation européenne face à la décadence woke et LGBT de l'Occident, et de l'autre, on a la super classe dirigeante aux États-Unis qui croit qu'elle a le devoir de défendre le monde libre face au tyran Poutine, dictateur, paranoïaque et cancéreux. Au-delà de l'idéologie et de la petite blague, la guerre en Ukraine est finalement un choc académique. Un choc entre le libéralisme d'un côté et le réalisme de l'autre. Poutine et l'appareil militaro-diplomatique russe ont une vision dite réaliste des relations internationales. Le réalisme est la plus vieille théorie des relations internationales qui est encore utilisée aujourd'hui. On peut en trouver des traces déjà dans les écrits de Thucydide qui a raconté les guerres du Péloponnèse en moins 431. Donc là c'est important, il faut écouter. La théorie du réalisme est basée sur deux postulats. Le premier, c'est qu'il est dans la nature humaine de se battre, et donc que l'histoire va se répéter indéfiniment dans une récurrence de conflits. Le deuxième postulat est que le système international est un système anarchique, et que la survie des États ne dépend que de leur capacité à prendre les bonnes orientations de politique étrangère. Lors d'une interview très récente, Poutine a comparé sa guerre contre l'Ukraine aux guerres de Pierre le Grand contre la Suède, qui lui ont permis de conquérir la zone de Saint-Pétersbourg. Il dit qu'il y a toujours eu des Slaves qui ont vécu dans la zone de Saint-Pétersbourg, même si cette zone était sous contrôle de la Suède, et que Pierre le Grand n'a fait que récupérer d'anciens territoires de la Rousse de Kiev qui appartenaient légitimement, selon lui, à la Russie. Donc cette interview illustre parfaitement que Poutine est d'accord avec les deux postulats du réalisme. Il nous dit que comme il y a eu des guerres à l'époque de Pierre le Grand, des guerres de conquête, il peut y avoir les mêmes guerres de conquête aujourd'hui. Et il sait très bien que ayant la bombe nucléaire, personne ne l'attaquera. Le monde réaliste, donc le monde de Poutine, est caractérisé par des États qui égoïstement prennent des décisions pour maximiser leur intérêt aux dépens des autres, sans aucune considération morale. C'est dans cette logique que pour les réalistes, ce sont les rapports de force qui sont au cœur des relations internationales. Pour maintenir la paix donc, il faut maintenir l'équilibre des forces entre les puissances pour rendre l'issue d'un conflit incertain et donc trop risqué pour être démarré. C'est pour ça que Poutine voit l'OTAN arriver à ses frontières comme un danger mortel. Car la force cumulée de tous les pays de l'OTAN est bien supérieure à celle de la Russie si on ne prend pas en compte le facteur nucléaire. De l'autre côté, les États-Unis, l'Angleterre et la France, les trois pays les plus puissants de l'OTAN, ont tous les trois une conception libérale des relations internationales. Donc historiquement, le libéralisme en relations internationales prend ses racines dans les Lumières au XVIIIe siècle. Cette théorie peut être considérée comme miroir du réalisme, car elle a la même ontologie, c'est-à-dire les mêmes postulats, mais elle a des solutions radicalement opposées. De plus, le réalisme est un monde à somme nulle, c'est-à-dire que quand un État gagne du pouvoir, un autre en perd, alors que le libéralisme, lui, croit au concept gagnant-gagnant. Pour eux, c'est non pas la force qui doit prévaloir entre les États, mais la coopération, afin de garantir la paix. Aussi, ils croient dans le progrès de l'histoire et pensent qu'il n'y a pas de déterminisme de la guerre. La théorie de la paix démocratique nous dit par exemple que les démocraties ne se battent pas entre elles, car personne ne voterait pour une guerre à moins qu'il s'agisse d'une guerre de défense. Et donc, que s'il n'y avait que des démocraties libérales sur la Terre, il n'y aurait jamais de guerre. Les libéraux pensent que plus les économies des États sont intégrées, moins il y a de chances que la guerre soit déclenchée, car un pays agresseur se ferait du mal à lui-même en s'attaquant à un autre pays. L'ancêtre de l'Union Européenne, la communauté du charbon et de l'acier, a été créée exactement sur ce principe, énoncé par Robert Schuman. Rendre la guerre non seulement inimaginable, mais aussi matériellement impossible.
On l'aura compris, pour les libéraux, la démocratie, les valeurs libérales et le libre-échange doivent aller ensemble pour maintenir la paix. Alors, Vladimir Poutine a un rapport à la réalité qu'on s'entend tous à considérer comme problématique. Son rapport à la réalité, certains l'appellent mensonge comme s'il mentait sciemment, probablement il ment sciemment, mais il y a aussi cet élément qui s'appelle le délire paranoïaque. Dans l'esprit de Vladimir Poutine, il y a une sorte de filtre où il passe absolument toute la réalité à l'aune d'un délire de persécution et d'un délire d'interprétation. Vladimir Poutine se sent menacé. Il considère qu'il y a une menace qui pèse sur la Russie, sur son projet de faire une grande Russie. Et c'est la notion de distance qui est déterminante. C'est-à-dire qu'on l'entend dans son discours. Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises « on veut endiguer la Russie dans un coin, la cornériser ». Et ce qui dit avoir été déclencheur, c'est que la distance se réduise entre ce qu'il appelle l'avancée de l'OTAN dans les frontières voisines et la Russie. Donc lui, sa logique, sa réalité n'est pas saine. Donc c'est une maladie mentale. Donc là, c'est hyper intéressant. La dame, qu'il faudrait peut-être aussi psychanalyser, a très bien expliqué finalement ce qui se passe dans la tête de Poutine. Le problème, c'est qu'elle finit en disant que c'est une maladie mentale. Elle nous dit que c'est une maladie mentale de croire qu'on essaye d'endiguer la Russie dans l'espace post-soviétique, alors qu'on va montrer que c'est le cas depuis 1991, et c'est pas Poutine qui a inventé les élargissements successifs de l'OTAN. Après avoir parlé de l'opposition théorique entre la Russie et l'Occident, on va voir comment cette opposition se matérialise dans la réalité. Poutine voit l'éclatement de l'URSS comme une injustice. Il l'a dit, pour lui c'est la plus grande tragédie du XXe siècle. Quand on sait qu'en Russie, au XXe siècle, il y a eu dans l'ordre la Première Guerre mondiale, 3 millions de morts, la guerre civile, 4 millions de morts, l'explosion de l'Empire russe, Staline, la Deuxième Guerre mondiale, 28 millions de morts, et que Poutine nous dit que l'éclatement de l'URSS c'est la plus grande tragédie du XXe siècle, il dit ça à la fois parce que son pays d'origine a explosé, mais il dit ça aussi parce que du jour au lendemain, en 1991, 24 millions de Russes se sont retrouvés dans un pays étranger. Donc on peut voir que déjà il y a quelques années, il y avait déjà une conception nationaliste, c'est-à-dire de vouloir réunifier les Russes à la Russie. Pour lui, les frontières des actuels 15 pays post-soviétiques ne sont pas des frontières qui s'appuient sur des réalités géographiques ou ethno-linguistiques, mais sont plutôt le résultat de divisions administratives arbitraires et incohérentes créées artificiellement par les bolcheviks. Les communistes, et notamment Staline, auraient découpé les pays de façon vicieuse pour encourager les luttes horizontales au sein de ces pays, afin d'un côté d'affaiblir la Russie et de l'autre d'éviter tout soulèvement nationaliste contre le gouvernement soviétique. Ceci est illustré par les très nombreux conflits territoriaux de l'espace post-soviétique, comme en Arménie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Tchétchénie, en Moldavie, en Ukraine, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan ou au Tadjikistan. De l'autre côté, la vision américaine est finalement similaire à celle de Poutine. En effet, pour Brzezinski, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire pour redevenir un pays. Pour lui, qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde, et la Russie ne doit en aucun cas retrouver son territoire de l'empire tsariste ou de l'URSS, qui ferait d'elle un mastodonte eurasiatique. Pour cela, selon lui, les États-Unis se doivent de saper l'influence russe dans tous les pays de l'ex-URSS. C'est dans cette logique que les Américains ont activement sponsorisé tous les mouvements anti-russes et pro-démocratiques dans cet espace, comme la Révolution Orange, puis Maïdan en Ukraine, la Révolution des Roses en Géorgie, et la Révolution des jeans, puis des pantoufles en Biélorussie. Aussi, Washington souhaite intégrer ces pays aux différentes institutions comme l'OTAN ou l'Union Européenne, afin de cimenter leur appartenance au camp occidental. Au contraire, la Russie considère l'étranger proche, c'est-à-dire l'espace post-soviétique, comme sa zone d'influence légitime et voit l'élargissement des institutions occidentales comme une agression. Au-delà de la vision géopolitique froide, les États-Unis, notamment à travers le courant du néoconservatisme, mais pas seulement, se sentent avoir le devoir d'exporter la démocratie et les droits de l'homme à tous les pays. On peut voir dans le conflit ukrainien le choc entre deux idéologies et deux mondes. D'un côté, le monde libéral, guidé par les États-Unis, qui bien sûr
base sa politique étrangère sur ses intérêts, mais aussi sur des valeurs morales, et de l'autre, la Russie, qui se revendique du réalisme en relations internationales, et qui met les rapports de force au centre de sa politique étrangère.